Merci beaucoup. Alors, je vous dis tout de suite, hein, j'ai pas la science infuse. L'idée, c'est de reparcourir ensemble un peu, finalement, qu'est-ce que la gestion de vulnérabilité, quelles ont été les différentes étapes. Et enfin, je vous donne un peu la fin, c'est de se dire, finalement, la gestion des vulnérabilités, c'est un job à part entière. Enfin, c'est vraiment hyper chronophage si on veut bien le faire. Et il faut, à un moment donné, prioriser, sinon on se fait submerger. Voilà, voici un peu je vous ai quasiment tout dit de de la présentation. Rapidement, je me présente, je m'appelle Nicolas Mathioko, j'interviens dans l'équipe Patrol. Patrol, c'est une société qui fait de l'audit du conseil en cybersécurité, mais qui est aussi éditeur de le suite de logiciels de sécurité offensive. On a aussi toute une partie, enfin tout un tas de contributions open source qu'on diffuse, qu'on maintient, qui sont autour de Patrol Manager, qui est une solution d'orchestration, d'automatisation, de contrôle de sécurité, et Patrol Hears, qui est là pour l'enrichissement de données autour de vulnérabilités. Voilà, rapidement. J'ai plutôt un profil pen tester, audit sécurité, et surtout, depuis près de 7 ans, j'ai intégré une équipe d'un CERT, d'une institution financière, qui partage beaucoup et qui m'a énormément appris sur la gestion de vulnérabilité. Et donc l'idée, c'est de faire aussi un retour d'expérience sur une partie de mes activités là-bas. C'est parti. Rapidement, pour reposer le décor, pourquoi on fait de la gestion de vulnérabilité? Parce qu'il y a de plus en plus de menaces. Il y a aussi, enfin, cette activité est devenue assez critique dans le sens où il faut répondre à une certaine limitation du SI. On a de plus en plus enfin, autant il y a quelques années, on pouvait se dire, OK, on gère uniquement nos serveurs, nos postes de travail. Aujourd'hui, c'était à peu près les mêmes technos. Aujourd'hui, on a du cloud, des conteneurs, des nouvelles technologies qui pop un peu partout. Ça bouge tout le temps et on a aussi un périmètre qui évolue tous les jours, voire toutes les heures. Et c'est autant un périmètre qu'on connaît qu'un périmètre qu'on ne connaît pas. Il faut aussi faire face donc à une certaine compression budgétaire pour faire ce job. Et on se rend compte aussi qu'il y a très peu de talents, enfin, il y a très peu de personnes qui sont capables de faire ce job, enfin, capables, disponibles de faire ce job. Et c'est difficile de capter ces personnes et c'est encore plus compliqué de les retenir et de leur faire un job intéressant quand on parle de gestion de vulnérabilité. Rapidement, comment gérer les vulnérabilités? Je vais prendre pas mal de biais, pas mal de raccourcis hein, sur cette activité, mais finalement, on pourrait synthétiser toute la gestion de vulnérabilité sur un slide. La première des choses, c'est pour faire de la gestion de vuln, on va essayer d'avoir un périmètre, pour gérer son périmètre. Pour ça, on va faire de la cartographie pour savoir ce qu'on a finalement à gérer. Si possible, faire de la cotation de risque sur ces assets, connaître un peu les différents niveaux d'exposition sur ces assets, se dire, OK, ça c'est plutôt exposition Internet, ça c'est plutôt sur mon réseau interne, ça c'est plutôt sur un réseau d'administration, et essayer de comprendre un peu toutes les technos qu'il y a sur notre système d'information. Donc si on a du Docker, du Tomcat, du Windows, un Exchange, un peu Secure, etc. Ensuite, donc là, on connaît un peu notre périmètre. Ensuite, il y a deux grosses manières de générer des vulnérabilités. Il y a plutôt une manière passive où on va faire de la veille, finalement. On va surveiller nos technos et regarder et se tenir au courant un peu des nouvelles vulnérabilités, des nouvelles attaques qui concernent les technos de nos systèmes d'information. Et une autre partie qui est plus active, qui va va être autour des scans de vulnérabilité, des tests d'intrusion, du bug bounty, comme nous l'a expliqué les gens de Yes We Hack, faire aussi des audits de configuration, de code, s'inspirer, c'était aussi des comptes rendus des services de scoring pour avoir une vue sur ces vulnérabilités. Il faut comprendre que quand on parle de vulnérabilité, faut le voir aussi sur toutes les couches de notre système d'information, c'est-à-dire sur les couches réseau, les couches système, les différentes applications qu'on va gérer, sur la gestion de nos données, nos domaines, etc. Donc c'est une activité qui est très très complète
et très transverse sur tout le SI. Ensuite, il faut rendre des comptes et donc faut pouvoir assurer, faut assurer un certain suivi des vulnérabilités qu'on a identifiées, qu'on a pu corriger, etc. Et pouvoir suivre un peu des KPI pour savoir où est-ce qu'on en est et s'assurer que le process qu'on a mis en place est suffisamment efficace et quels sont les points d'amélioration qu'on va pouvoir mettre en place pour être, pour pouvoir dire, OK, moi je gère mes vulnérabilités. Je maîtrise mes risques. Et donc pour ça, en fait, on a ces différentes étapes. Une première étape d'identification des vulnérabilités. Là, on peut dire qu'il y a une certaine maturité technologique, une certaine maturité qui fait que globalement, on sait, il y a énormément d'outils, de techniques pour identifier des vulnérabilités sur son système d'information. Ensuite, on va se rendre compte qu'il y a énormément de vulnes qui vont arriver de tous les côtés. Il va falloir pouvoir les prioriser, y remédier. Donc là, c'est pas forcément le job du RSSI, hein, c'est au moins faire passe plat avec les bonnes personnes pour que le job soit fait. Et ensuite, le parent pauvre du process, c'est de pouvoir contrôler, c'est-à-dire s'assurer que la vulnérabilité n'est plus exploitable, ou en tout cas, elle n'a plus lieu d'être pour le système d'information. Voilà, finalement, ça, c'est et ce sont des activités qui sont clairement continues, quotidiennes, et clairement, ça risque pas de s'arrêter du jour au lendemain. Pour ça, en fait, il y a eu une grosse tendance à l'automatisation des contrôles, à même l'hyper-automatisation des contrôles. Une des premières actions qu'on va pouvoir mettre en place, c'est mettre en place des scans de vulnérabilité, donc sur les différentes couches. L'idée, c'est de pouvoir orchestrer, avoir plus de contrôle, donc pouvoir couvrir un périmètre le plus large et le plus divers possible pour pouvoir maîtriser sa surface d'attaque, en tout cas la partie immergée de l'iceberg. L'idée aussi, c'est de pouvoir avoir des tests plus souvent. Pourquoi? C'est pour pouvoir réduire le délai d'identification de vulnérabilité. Et en espérant réduire le délai de détection d'une vulne, on peut espérer réduire le délai de correction. Et ça permet aussi de rafraîchir notre niveau de visibilité sur le niveau de surexposition de notre SI. L'avantage d'automatiser les contrôles, c'est c'est de rechercher l'efficacité et donc de se dire, vu qu'on parle quand même d'hommes et de femmes qui vont faire de l'analyse derrière, c'est d'essayer de réduire le temps, le temps consacré aux faibles tâches à valeur ajoutée. Donc en gros, optimiser le temps cerveau des personnes qui font de la gestion des vulnérabilités pour se focaliser sur les analyses utiles et pertinentes pour améliorer le niveau de sécurité. Et le dernier gros avantage d'automatiser ces contrôles, c'est d'attendre, en tout cas de faciliter la conformité et le benchmarking des différentes zones de son système d'information. Si on fait plus de contrôles, et là c'est purement mathématique, hein, j'espère avoir le go du public, c'est de se dire, si on fait plus de contrôles, on les fait plus souvent, finalement on aura plus de résultats à traiter, et c'est des vrais positifs ou des faux positifs, mais globalement c'est quand même plus d'alerte. Et quand on est dans dans cette idée d'automatisation et même de recherche de vulnérabilité en général, plus on cherche, plus on trouve, et à la fin, ça devient vite un sapin de Noël, et ça s'allume rouge, vert, orange dans tous les sens, ça change tout le temps. Et donc là se pose clairement la question de recherche d'efficacité. Comment faire? Une des réponses les plus immédiates, c'est de prioriser les choses. On sera clairement incapable de gérer toutes les vulnérabilités de son système d'information. Je mets n'importe quel membre à couper. Ça sera quasiment impossible. On n'aura jamais assez de moyens pour pouvoir gérer toutes les vulnérabilités. Et donc, il va falloir se concentrer sur les vulnérabilités les plus pertinentes. Et une vulnérabilité qui est pertinente pour moi n'est pas forcément une vulnérabilité qui va être pertinente pour vous. Il va falloir contextualiser les choses. Et pour ça, je vous propose de rentrer un peu dans mon quotidien et de partager un peu toutes les questions qu'on se pose à 9h40 tous les matins.
finalement, tous les matins, avec le CERT, on se retrouve tous ensemble et on fait une revue de toutes les plus grosses vulnérabilités, les vulnérabilités les plus chaudes dans l'actualité. Alors ces vulnérabilités, on les a de plusieurs sources. Hein. C'est soit nos scanners de vulnérabilité qui les ont retrouvés, soit c'est le service de veille, soit c'est l'équipe CTI ou les services CTI qui nous remontent une information, soit c'est une équipe en interne ou un certain nombre de canaux primés qui nous remontent soit l'existence d'une vulnérabilité, soit la présence d'une vulnérabilité sur notre site. Et pour ça, en fait, pour qualifier un peu cette vulnérabilité, on a besoin de réponses sur notre exposition par rapport à ce risque et les éventuelles compromissions de notre système d'information. La première question qu'on se pose, ça c'est un peu la blague, c'est de savoir s'il y a un nom, un logo et un site web dédié à cette vulnérabilité. C'est pas toujours grave, mais en tout cas, il y a de fortes chances que si c'est ultra médiatisé, on nous demande de positionner sur cette vulnérabilité. Donc, on préfère prendre les devants et essayer de répondre rapidement à cette question. Un des premiers critères aussi qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on connaît le score CVSS et de base, et en fonction du niveau du score CVSS, on va faire une communication plus ou moins spéciale aux différents propriétaires de composants qui vont être responsables du composant impacté. Ensuite, on va se poser la question, c'est est-ce qu'on est vulnérable? Donc là, on va reprendre si on a des informations sur les versions vulnérables, on va essayer de voir si les versions, les configurations dans lesquelles sont nos assets sont vulnérables, et savoir si on a d'éventuelles contre-mesures, des mesures compensatoires en place sur nos actifs qui nous permettent de soit limiter l'exposition au risque, soit de ne pas rendre possible l'exploitabilité d'une vulnérabilité. On va aussi se poser très rapidement la question de l'exposition à partir d'Internet. Globalement, on va essayer il y a un gros focus sur des vulnérabilités exposées sur Internet. C'est ce qu'on va gérer quasiment en priorité parce que c'est là où il y a la plus grande probabilité d'occurrence d'une attaque. On va se poser la question sur la criticité des actifs impactés. Ensuite, on regarde s'il y a un exploit ou s'il y a la présence d'un exploit fonctionnel connu sur les différentes sources d'informations qu'on va pouvoir avoir. Et là, l'idée, c'est de savoir est-ce qu'ils sont fiables, est-ce qu'on peut les tester et s'assurer qu'il y a bien une possibilité d'exploiter la vulnérabilité sur nos assets et dans leur configuration. On se pose la question s'il y a un correctif ou une mesure compensatoire connue, parce que parfois on a des vulnérabilités, mais il n'y a pas de patch. Donc il faut attendre ou alors comprendre s'il y a des mesures compensatoires qu'on peut mettre en place pour limiter l'exploitation ou alors pour détecter l'exploitation de telle ou telle vulnérabilité. On va aussi se poser la question, et ça c'est assez important, des catalyseurs de probabilité d'occurrence. Alors c'est une formulation qui est assez mal dite, qui permet de répondre à la question, c'est est-ce que cette vulnérabilité, on sait si elle est exploitée dans la nature? Quel est le niveau de battage médiatique autour de cette vulnérabilité? Donc est-ce qu'on en parle globalement beaucoup? Est-ce qu'il y a un report d'une équipe, d'une équipe qui fait de la CTI qui remonte une grande exploitation une exploitation massive de cette vulnérabilité ou pas. Et si on a un niveau de maturité assez haut, on peut se poser la question, ok, est-ce que la vulnérabilité est exploitée dans le cadre d'un TTP, dans des techniques qui sont propres à des attaquants qui nous concernent vraiment principalement. Donc là, c'est des liens finalement avec les informations issues des frameworks MITRE-ATT&CK, etc. Là déjà, si on répond à cette question rapidement, c'est magnifique. Ensuite, on se pose la question, est-ce qu'on est déjà attaqué et est-ce qu'on est capable de détecter l'exploitation de cette vulnérabilité? Toutes ces questions, en fait, ça mène à quoi? C'est juste pour prendre une décision, pour savoir quel est le niveau de traitement de cette vulnérabilité. Est-ce qu'on va la traiter en crise, donc se mobiliser toutes les personnes le plus activement possible pour pouvoir traiter la vulnérabilité le plus tôt possible, ou alors on attend et on rentre dans un process un peu plus classique. Globalement, je ne sais pas si vous avez pu le
le comprendre dans les différents points qui ont été évoqués, mais globalement, c'est un travail d'équipe, hein. Enfin, une personne toute seule, si on veut atteindre ce niveau d'information, c'est assez compliqué. C'est un travail d'équipe qui n'est pas forcément restreint aux équipes sécurité, hein, qui peuvent interagir avec les autres équipes IT, notamment pour la cartographie, pour l'exploitabilité des vulnérabilités. C'est une activité qui sont en continu, donc on peut dire que c'est tous les jours. Et on observe une forte croissance de cette activité. On a de plus en plus de vulnérabilités à traiter et malheureusement de plus en plus de vulnérabilités critiques à gérer sur notre SI. Et le dernier problème, c'est que ces vulnérabilités, enfin, toutes ces réponses à ces questions, elles sont pas statiques. C'est qu'à 9h40, on a ces réponses, à 9h42, potentiellement, il y en a d'autres réponses qui changent complètement la donne. Et ça, c'est un sacré souci parce que ça nous permet, enfin, en fonction des réponses, on n'a pas le même niveau de traitement. Et on ne doit pas mobiliser les troupes de la même manière. Et là, typiquement, les plus gros événements clés, c'est est-ce qu'il y a un nouveau patch, est-ce qu'il y a un exploit public, ou est-ce qu'il y a un nouvel article sur un blog de chercheurs en sécurité ou une vidéo qui explique comment exploiter la vulnérabilité. Ou pire, qu'on ait connaissance que la vulnérabilité est exploitée sur notre SI et que quelqu'un est en train de revendre les infos. Un des points, une des facilités en fait, c'est de faire du rating. Le rating, enfin, c'est un mot galvaudé, c'est au moins de faire un score sur toutes ces informations pour pouvoir se dire ok, ça on va en fonction de ce niveau d'information, on va traiter en priorité ou pas. Ça n'a rien à voir avec le cyberscoring. Une des premières réponses qu'on pourrait apporter, c'est est-ce qu'on doit se baser sur le score CVSS de base. Alors ça, juste pour remettre tout le monde sur le même pied d'égalité, le score CVSS, c'est une norme qui est assez internationale, qui va de 0 à 10. 0, c'est pas grave, et 10, c'est très très grave. Il y a trois différents vecteurs sur ce score CVSS. Il y a le score de base, qui est généralement celui qui est disponible pour sur toutes les vulnérabilités, qui est vraiment lié aux caractéristiques intrinsèques de la vulnérabilité, c'est-à-dire quel est le niveau d'impact sur le SI, quelle est la probabilité, quels sont les prérequis nécessaires pour exploiter la vulnérabilité. Donc, est-ce qu'il faut être authentifié, est-ce que c'est en remote, etc. Ensuite, il y a un vecteur qui est plutôt temporel, qui va être sur l'actualité des menaces. Ça, c'est des données qui vont varier, au fil du temps, comme est-ce qu'il y a un exploit, est-ce qu'il y a un patch, depuis quand il y a un patch, etc. Et le dernier des points, qui est presque le plus compliqué à avoir, parce qu'il est jamais fourni, c'est la partie environnementale. C'est-à-dire, ce sont des métriques qui sont propres à vos assets. Et donc, c'est de se dire, ok, on a un score, mais on le met en perspective avec le niveau de risque des assets des différents clients. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne idée, et c'est tellement une bonne idée que c'est le standard, c'est complètement, c'est adopté par tous les éditeurs de sécurité et par tous les éditeurs de logiciels. C'est assez transparent, c'est au final, la méthode de calcul est transparente et compréhensible par tous. On a, il y a aussi un certain nombre de contraintes, c'est que, il y a des niveaux de versions qui changent. Il y a il y a un niveau de doute qui peut être fait par rapport à la précision du score. On sait pas, c'est pas toujours très clair de qui met en place, qui choisit le score, quel est le niveau de précision et de confiance qu'on peut avoir dans ça. Et au final, c'est une équation, hein. Juste pour l'histoire, typiquement, une vulnérabilité comme Heartbleed, que globalement 90% des personnes dans cette réalité virtuelle vont connaître, typiquement le score CVSS de cette vulnérabilité, qui était somme toute critique, était scoré à 5. Alors on se pose la question, c'est est-ce que c'est vraiment suffisant pour être un facteur principal de discrimination? En fait, si on va un peu plus dans le détail, la partie bas score, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'était les caractéristiques intrinsèques de la vulnérabilité, savoir quel est le niveau d'impact des expositions. On peut se poser aussi
En fait, c'est juste pour dire qu'on a repris un peu ce même système de métriques, mais on l'a un peu augmenté pour s'adapter un peu mieux à notre récit. On se pose la question sur l'âge de la vulnérabilité. Là aussi, on se pose des questions sur la difficulté d'identification et de détection de cette vulnérabilité. L'idée, c'est de pouvoir recalculer ou de repréciser la partie, enfin, CVSS Bhaskara. Ensuite, sur la partie menace, on peut enfin, sur cet axe-là, c'est clairement lié aux métriques temporelles du CVSS. On va se poser la question de est-ce que l'exploit est disponible, quel est son niveau de maturité, parce qu'un exploit, ça peut être juste un bout de script par-ci, enfin, par-ci par-là, on ne sait pas forcément s'il est trusté. Est-ce que c'est un script qui va juste permettre de vérifier que la vulnérabilité est là, ou est-ce que c'est un script qui permet de vérifier l'exploitabilité, enfin qui exploite vraiment la vulnérabilité et qui fait quelque chose? Est-ce que l'exploit est plutôt théorique, difficile ou facile à mettre en place? Parce que parfois un exploit, c'est pas tout un script, ça peut être aussi un blog post qui dit ah ok, voici les 2-3 tuyaux pour exploiter la vulnérabilité. Mais au final, c'est pas c'est pas un script, enfin, on clique et c'est parti. Ensuite, on se pose la question, la threat intensity, est-ce que c'est exploit in the wild, est-ce qu'on en parle dans les news, etc. Sur la partie asset, donc là, on essaie de trouver des métriques qui sont propres à l'environnement de la vulnérabilité. Finalement, c'est sur les 3 vecteurs principaux. Et ça, c'est clairement issu du score CVSS. C'est quel est le niveau de criticité des assets impactés par la vulnérabilité. Ensuite, les assets impactés, quel est son niveau d'exposition, est-ce que c'est sur Internet, intranet, sur le réseau d'administration. Et un facteur qui est assez important aussi, c'est la distribution. En gros, est-ce que la vulnérabilité est présente sur un seul serveur ou sur 2000 serveurs sur notre SI? Parce que si elle est exposée sur 2000 serveurs, on a une probabilité d'occurrence d'une attaque qui augmente des facteurs. Je vais très vite. Tout ça pour vous dire que sur ces différentes métriques, l'idée c'est de pouvoir prendre des décisions le plus rapidement et la plus correctement possible. Donc la première des décisions, c'est si tous les voisins sont au rouge, c'est de demander une correction immédiate, faire une cellule de crise. Sinon, c'est demander juste une correction immédiate. La troisième, ça va être d'attendre la prochaine campagne de patch ou de maintenance des différents assets qui vont être impactés. Et la quatrième, qui est finalement la majeure partie du temps, c'est ever, ça veut dire plutôt rien faire, c'est plutôt demander une correction si possible, mais il n'y aura pas forcément de traitement, de vérification d'une bonne application des patchs ou de non-exploitabilité de la vulnérabilité. Là, j'ai un petit jeu pour vous. Je suis désolé, on va devoir le faire avec le chat. Finalement, j'ai 3 vulnérabilités avec des assets avec des métriques assez différentes. L'idée, c'est de se dire, typiquement, la première vulnérabilité, c'est avec un CVSS Bhaskara à 10, qui est exploitable à distance, mais l'asset est juste sur le réseau interne. Cet asset, il est plutôt impactant. Il n'y a pas d'exploit, par contre, il y a un patch et c'est relayé dans les news. La deuxième vulnérabilité, c'est une vulnérabilité moins grave, qui est exploitable à distance, mais qui est, sur un asset qui est exposé sur Internet, qui est plutôt grave, avec un exploit disponible, un patch, et c'est pas forcément relayé dans les news. Et la troisième, c'est une vulnérabilité qui est critique sur un asset qui est exposé sur Internet, c'est pas exploitable à distance, et sur une criticité dont on ne sait pas. Et ça, c'est aussi la plupart des cas, avec un exploit. Et donc là, la question que je vous pose, vous pouvez répondre dans le chat, c'est si vous aviez les moyens de fixer une seule vulnérabilité, laquelle vous choisirez? On a la 3, la 2, la 2, la 3. Bon, pour l'instant, il y a une majorité pour la 3. Merci Christophe, 3, 2, 1. Et en fait, la réponse, c'est qu'il n'y a pas forcément de réponse à donner, ça va dépendre du contexte. Mais dans notre cas, ça va plutôt être la vulnérabilité la numéro 2. Pourquoi? Parce que c'est une vulnérabilité, indépendamment de son score CVSS,
depuis Internet, exploitable à distance et avec un exploit disponible. Donc on est sûr que dans les 24 heures, on va être attaqué. Et c'est, enfin, rien qu'avec cette attaque-là, on sait que clairement, ça va être la vulnérabilité 2 qu'on va traiter en premier. Après, enfin, ça dépend des choix et des stratégies de chacun, évidemment. Mais globalement, le score CVSS ne va pas avoir un impact très, très sévère sur la priorité avec laquelle on va traiter la vulnérabilité. Il faut accorder assez d'importance plutôt aux métadonnées liées à l'exploitabilité, l'exposition de l'asset et la disponibilité d'un exploit. Et la deuxième question, c'est de se dire, on a fait l'exercice avec une seule vulnérabilité, mais finalement, cet exercice, on le fait en continu, et comment on le fait de manière automatique, et comment on va gérer des centaines et des centaines de nouvelles vulnérabilités tous les jours. De toute façon, rien à faire pour la 3 sans patch, juste serrer les fesses. Exactement, Christophe. Juste un point sur les exploits. En fait, les exploits, enfin, il y a énormément de choses qu'on va pouvoir dire dessus, mais globalement, il n'y a pas une seule source de données. Et c'est ça le gros souci, c'est qu'il n'y a pas une seule source de données. On va devoir les chercher un peu partout. On a difficilement l'information sur le niveau de confiance dans lequel on va pouvoir avoir sur les différents exploits. Un exploit, comme je l'ai dit, ça peut être, enfin, je prends globalement je prends un terme assez global qui va être de dire, c'est soit un script qui permet de l'identification et ou l'exploitation de la vulnérabilité, c'est potentiellement une vidéo, potentiellement juste de 2-3 lignes dans un tweet. Ça va être un blog post hyper détaillé sur l'exploitation de la vulnérabilité, mais qui donne pas exactement toutes les combines pour le faire. Quel va être le niveau de maturité aussi de ce truc-là? Est-ce que ça va tout péter sur notre SI? Depuis combien de temps aussi cet exploit existe? Ça donne aussi un intérêt en disant si cet exploit existe depuis très longtemps, ça augmente la chance que cet exploit soit mature, exploitable et connu par des attaquants qui pourraient exploiter la vulnérabilité. Globalement, on a vite compris qu'il nous fallait un outil pour nous aider dans ces activités au quotidien. Je vous parle rapidement. On a fait une contribution open source qui s'appelle Patroliers, où toutes les feeds et l'outil sont accessibles gratuitement en open source. L'idée, c'est de pouvoir surveiller des vulnérabilités, surveiller aussi les exploits et l'actualité des menaces, et aussi partager des vulnérabilités et des métriques avec les différentes équipes. Globalement, moi je viens du monde du pentest. Quand on veut chercher des vulnérabilités et des exploits, on a les classiques, ça va être NVD, ExploitDB, Metasploit, GitHub, Twitter, Packetstorm, Vulnerf, Seabug, etc. Il y a tout un tas de sites sur lesquels on va ratisser de l'information. L'idée, c'était de faire des scrapers ou en tout cas récupérer les données de ces informations-là et de les indexer avec un outil qui s'appelle Patroliers. L'idée, c'est de pouvoir faire une base de données de vulnérabilités et de métadata autour des vulnérabilités. Et on regarde aussi tous les exploits avec les différents formats de cette vulnérabilité. L'idée, c'était de pouvoir aussi identifier des vulnérabilités sur des vendors, des produits, mais aussi des packages NPM, PIP, Ruby, etc. Et aussi pouvoir traquer des vulnérabilités. L'idée, c'est de dire, OK, on a une vulnérabilité. Maintenant, dès que le scoring de cette vulnérabilité passe un certain niveau, OK, ça me génère une alerte et il y a un traitement particulier. Et le dernier point, à la base, c'était juste une API pour enrichir des informations. On en a fait aussi une interface web. Donc, la plupart des informations, des fonctionnalités et des données sont accessibles par API. Comment ça marche? On va récupérer des informations sur NVD, sur des vulnérabilités avec des CVE ou sans CVE, notamment pour des vulnes liées à des composants logiciels. On va regarder tout un tas d'informations sur ExploitDB, Seabug, ITRnews, etc. On va aussi se connecter aux advisories des vendors, parce que typiquement, NVD donne des informations sur les CVE, sur des vulnérabilités qui ont des CVE, mais il y a parfois un retard entre les vulnérabilités
les CVE identifiés sur les vendors, enfin par les vendors, et les vulnérabilités qui sont disponibles sur NVIDIA. Donc on va un peu à la course à l'information pour avoir l'information la plus fraîche et la plus fiable possible. Et la dernière des choses, en fait, c'est des vulnérabilités et des exploits. Il y en a tout un tas qui sont facilement accessibles de manière automatique, mais il y en a aussi tout un tas qu'on va pouvoir récupérer en faisant de la veille, la veille au quotidien. Et donc là, c'est plus des veilles personnelles, et tout ça, en fait, on le met dans un feed plutôt privé sur qu'on avait appelé Patrol Cert. Je conclus. J'ai parlé plutôt vite sur la fin, mais finalement, si vous devez retenir deux grandes choses sur deux idées principales dans la gestion de vulnérabilité, alors je suis désolé, j'enfonce peut-être des portes ouvertes où je rentre par la fenêtre. La première des choses, ça va être de contextualiser les vulnérabilités. Ça va être impossible, quasiment impossible de traiter toutes les vulnérabilités. Il faut choisir ses batailles. Je vous invite à ne pas vous focaliser sur le score CVSS. D'avoir une activité et toujours se poser la question quel va être de maximiser ces ressources pour maximiser le risque qui va être couvert par ce process-là. Et enfin, c'est de surveiller tout ce qui est exploit et catalyseur de probabilité d'occurrence. Ça va devenir assez essentiel pour pouvoir prioriser en fait et contextualiser les vulnérabilités. Et la deuxième des choses, c'est d'automatiser le plus possible sur les phases de cartographie, d'identification de vulnérabilité. Ça, il y a quand même énormément de choses qui sont en place. D'automatiser aussi tout ce qui est veille, surveillance des métriques, la détection des défauts positifs et aussi des interactions avec si vous avez des CMDB, pour faciliter la prise de connaissance des technos à surveiller, et des outils de ticketing, en tout cas des outils ITSM de gestion de changement qui vous permettent de rapidement donner l'information aux bonnes équipes. Pas de contextualisation. Alors, je lis la question de Christophe. Pas de contextualisation possible sans une CMDB fiable. Et c'est là l'expérience. Oui, exactement. Ça, je suis d'accord avec toi, Christophe. Tout repose sur une première cartographie et une première connaissance de vos assets qui est la plus fiable possible. Connaissez déjà un peu votre périmètre, et ensuite vous pourrez faire de la gestion de vulnérabilité de plus en plus efficace. Merci Nicolas, il va falloir conclure. J'ai fini. D'accord, super. Donc si vous avez des questions, bien sûr, on se retrouve dans le chat. Nicolas est présent de toute façon dans le chat déjà depuis le début de la session. Il vous y retrouve après. Donc n'hésitez pas à poursuivre cet échange, bien au contraire.